Donc, autour de la table, Françoise Gris, bonjour Françoise, chef d'entreprise, administratrice de société, et Jérôme Mathis, salut Jérôme. Salut Stéphane. Prof d'éco à Dauphine et auteur du blog La finance au cœur de nos vies. Françoise, c'est toi qui voulais parler de sobriété, ça tombe bien parce que moi aussi. Donc j'ai mis sobriété, changement de modèle. Alors je parlais d'un article du Monde qui m'avait beaucoup intéressé. Toi, c'est évidemment les entreprises qui t'intéressent, mais finalement la question est un peu la même. Donc en gros, ce qu'écrit le Monde, totalement absent du discours de l'exécutif jusqu'à l'hiver passé, le terme de sobriété est apparu timidement, une première fois en février 2022, dans un discours à Belfort sur le nucléaire. Mais c'était alors empressé d'ajouter le chef de l'État. Pas question de relier ce concept à celui d'austérité énergétique et encore moins à la privation. Ce qui est, écrit Le Monde, une gageure pour Emmanuel Macron qui a toujours misé sur la libre entreprise, la croissance, pour promettre des jours heureux à ses concitoyens, pour incarner une forme d'espoir face au repli sur soi des extrêmes. Le président de la République lui-même ne raillait-il pas il y a quelques jours, quelques mois, le modèle Amish qu'il prêtait aux opposants à la 5G? Alors moi je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'effectivement, alors il y a le côté mot avec la difficulté de partager des sujets un peu complexes et nuancés. Et puis il y a cette idée que sobriété, c'est le contraire de croissance. Et non, la question c'est... Et je pense que vraiment le sujet de quelle croissance pour notre monde et pour les entreprises dans les années après, en qualitatif, c'est ça la question qui est au cœur de notre changement. Non, c'est pas la sobriété, ça, Françoise. C'est quel type de croissance? Est-ce que je fais de la croissance... quel est le sens, l'impact de la croissance que j'ai? Et il y a de la croissance vertueuse, et puis il y a de la croissance qui ne l'est pas. Si je suis sobre, j'arrête de boire. Je bois pas un alcool différent. Et non, sobre, je suis sobre. Justement, c'est peut-être parce que le mot véhicule quelque chose qui est excessif. Mais pas pour moi. Être sobre, c'est dans son comportement. C'est une position d'équilibre. Je bois, mais je bois raisonnablement. Je bois qualitatif, peut-être plus que quantitatif. Oui, mais ça, c'est durable. Ça, c'est l'univers dans lequel on vit depuis, 5-6 ans, quoi. L'univers durable, le sustainable des Anglais. Moi, je crois qu'on a passé un cap, on est au niveau au-dessus, et on est au niveau où, alors tu as raison, personne ne veut parler d'austérité, encore moins de décroissance. Non. Alors ça, c'est parce que c'est encore un autre univers, et entre autres un autre univers économique. Mais la nature de la consommation que je fais, elle rentre consommer bien de l'énergie juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est ça la sobriété. C'est peut-être pas le bon mot, mais il n'y en a pas d'autre. Donc on l'utilise. Et aujourd'hui, on remet ce sujet au cœur du débat. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est peut-être... On aborde de cette façon-là la vraie difficulté de la transformation vers le sustainable que l'on a à faire. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu nice to have. Il suffisait de faire un peu mieux et puis ça allait peut-être avoir un impact à un certain temps. Là, on se rend compte que non, il va falloir changer des choses plus en profondeur dans les comportements de consommation, clairement. Ça ne veut pas dire l'austérité, mais ça veut dire consommer à bon escient. Et justement... Et puis, dans les investissements et la façon dont on va travailler dans les entreprises. Je vais donner la parole à Jérôme, mais je vais te poser la question sur les entreprises quand même, parce que tu es administratrice dans des entreprises importantes. Donc, moi, ça m'intéresse l'idée, mais gardons ça. Exactement comme tu dis, on va faire attention, et puis... mais on va produire toujours autant, et on va produire à peu près la même chose. Mais, Jérôme, comment est-ce que tu vois le truc ? Bon, d'abord, on attend d'un capitaine de navire qui le compose avec les éléments et donc du gouvernement qui conduise le pays en fonction des évolutions géopolitiques, économiques. Et c'est ça un petit peu, je trouve que l'accroche dans l'article du journal Le Monde était, je dirais pas malhonnête, mais les choses ont tellement évolué depuis qu'on ne peut pas reprocher au président Macron d'avoir changé un petit peu de fusil d'épaule entre temps. Il ne leur reproche pas. Non, attends, c'est important. Il le reproche pas. Un petit peu en disant non, ils disent, c'est pour lui, et c'est en ça où ça m'intéresse, appliqué aux entreprises, c'est un pivot. C'est un pivot. Ouais, c'est un changement de modèle et de logiciel. Oui.
le président de la croissance, de l'entrepreneuriat, de l'aventure, de l'innovation qui va résoudre tous les problèmes, du travail, de l'innovation qui va résoudre tous les problèmes, nous dit là tout à coup, les gars, si on ne met pas tous le pied sur le frein, on n'y arrive pas. Oui, et donc ce comportement de sobriété qui est prôné par le gouvernement permet de faire d'une pierre deux coups face à la crise climatique et énergétique. Maintenant, est-ce que la sobriété, est-ce que ça rime avec décroissance? Est-ce que ça rime avec privation? Alors moi je pense que non. Comme le dit Françoise, la privation c'est vraiment se priver de choses dont on a besoin. Les Français, quand on regarde, tu vas toujours vous me reprocher faites d'avoir wishful un thinking, les amis, là. Les Français, à certains égards, quand on regarde par exemple le niveau de vie planétaire, vivent dans l'opulence. Tu arrêtes un Français dans la rue, tu lui demandes combien il a de médicaments dans sa pharmacie, combien il a de t-shirts dans sa garde-robe, il est incapable de te répondre de tête. Il concédera qu'il en a trop. Donc, la sobriété, c'est pas forcément ne plus porter de t-shirt, c'est au lieu d'acheter 5 t-shirts chinois, on en achète un français, potentiellement, de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps, qui a moins pollué dans son processus de fabrication. Et là, on voit que la sobriété peut ne pas rimer avec privation ni avec décroissance française. Bon, c'est un exemple peut-être un petit peu... Oui, mais avec décroissance. Ah là, tu rajoutes française, là, tout à coup. Ah bah oui, mais... Décroissance mondiale, oui. Décroissance française, peut-être pas. Non, mais c'est ça qui est... Ah bah oui, mais on est d'accord, quand même, décroissance. Totale, parce que le t-shirt un peu plus durable, il sera probablement un peu plus cher. On s'engage... Probablement un peu plus cher, mais il y a moins d'usines qui tournent, il y a moins de... Sobre, si on s'engage tous dans des comportements de sobriété, normalement, le PIB mondial devrait se contracter un petit peu. Mécaniquement. La question, c'est de savoir où. Tout est dans le un petit peu, Jérôme. Tout est dans à quel point on va dans des comportements de sobriété. Est-ce que c'est juste les Français? Est-ce que c'est les Européens? Est-ce que c'est l'ensemble du monde? Non, mais là concrètement, tu as des usines qui s'arrêtent. Ah oui. Voilà. Ça va impacter le PIB. Là, concrètement, tu as des usines qui s'arrêtent. Là, concrètement, tu as des chefs d'entreprise, on l'a beaucoup raconté pour Arc Industrie notamment, hein, qui ont des stocks, qui aujourd'hui ont des coûts de production trop élevés vu le prix de l'énergie, et qui vont gérer leurs stocks au plus juste pour essayer de produire le moins possible. Oui, mais c'est pas parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer. C'est parce qu'ils sont confrontés à une conjoncture. Ils vont être obligés, Françoise, de choisir un autre modèle. L'énergie, le prix de l'énergie va pas redescendre. Enfin, on est tous d'accord. Peut-être pas 180 € le mégawattheure. Oui. Mais quand même. Mais oui, il y a un certain nombre de gens qui vont devoir transformer sérieusement ce qu'ils fabriquent. Est-ce que... Mais je t'ai coupé la parole, Jérôme. Non, mais là, le discours du gouvernement, c'est plus de la sobriété à l'usage du consommateur plutôt que les entreprises. Les entreprises vont être contraintes. Comme le dit François, si on va leur couper l'électricité à un moment donné, il va falloir... Voilà. Mais le gouvernement invite les Français à adopter un comportement de sobriété face à la consommation énergétique notamment. Est-ce que... encore une fois, on parle des entreprises en général, et comme toi, je baigne dedans et je parle évidemment avec énormément de monde. La remise en cause fondamentale du modèle. Tiens, je pense par exemple à un homme formidable qui est venu ici à 2 ou 3 reprises, Fabrice Bonifay, le directeur RSE de Bouygues. Bon, qui est en gros dans l'idée, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on va dire, allez, 90% des matériaux de construction qui sont détruits ne sont pas réutilisés. Voilà. Et donc l'idée, c'est de rentrer dans une économie circulaire, de réutiliser une grande partie de ces matériaux et de passer, et ça, je suis sûr que c'est au cœur de tes réflexions à toi aussi, d'une économie de production à une économie d'usage. Et il donne cet exemple donc pour Bouygues, dans la construction, des fabricants de moquettes, où Bouygues ne va plus acheter de la moquette, mais va acheter un service de moquette mensuel, annuel, enfin peu importe le contrat, mais qui rentrera comme on a, ce sera dans les services généraux, voilà. Et c'est le fabricant de moquettes qui sera en charge de... Et donc forcément d'économiser au maximum sa moquette par rapport à celle que tu aurais achetée en mètre carré. Mais c'est une transformation, mais vertigineuse des business models. Absolument. Et je pense qu'on est en train de... Alors, il y a une confusion avec la conjoncture qui est intéressante parce que ça pose le débat et ça permet de faire de la pédagogie, je pense. Mais je pense qu'on est au début des plans d'action et des stratégies dans les entreprises où on a amorcé des choses qui ne remettent pas, alors ça dépend qui, mais qui ne remettent pas en cause fondamentalement
sa mission, sa production, etc. Et certains vont devoir pousser le bouchon plus loin en se disant, mais est-ce que ce que je fais a un sens pour dans 20 ans, 30 ans? Et si c'est non, qu'est-ce que je fais pour me transformer par rapport à ça? Et on est au début de la prise de conscience, je pense, de ces sujets-là. On est au début de la prise de conscience qu'en plus, il y a des sujets de financement lourds derrière ces sujets-là, et que si quelque chose ne change pas dans la façon de financer des projets ou des entreprises et de compter la rentabilité, on aura du mal à gérer cette transformation. Donc moi, je trouve ça passionnant parce que non, on n'est qu'au début de l'histoire. Oui, mais ça va et il y en a plein qui n'ont pas qui n'ont pas réalisé ou qui ne se sont pas engagés en tous les cas sur des modèles transformants à ce point-là. Ça va faire moins de production à l'arrivée, Françoise. Peut-être, mais la question Voilà. c'est... Alors on n'appellera peut-être pas ça décroissance, n'empêche ça que... peut être une croissance plus limitée. Moins de croissance. Moins de croissance, c'est pas de la décroissance. Oui, mais On ne va pas faire de la sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. Un négatif ou un petit plus, c'est vraiment pas pareil. Je pense que l'économie a besoin d'un petit plus. Décroissance, c'est une toute autre histoire. Mais... On gage plutôt vers un petit moins là, pour l'année à venir. Oui, mais là c'est un peu conjoncturel. Quoique j'ai vu que pour la France, le FMI était finalement moins pessimiste que l'INSEE. Mais en même temps, on verra. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup d'économistes ont une piètre, comment on dit, piètre opinion des prévisions du FMI. Ouais, bon, c'est un exercice tellement délicat, il est difficile de... Tu parlais de changement de modèle, alors en business bien sûr, mais aussi presque philosophique. Les valeurs qui étaient prônées par le président de la République, valeurs, croissance, travail. Alors quand la croissance rime avec le progrès, le travail rime avec emploi pour tous, émancipation financière de tous, ça a du sens. Mais en revanche, quand croissance plus travail, ça rime avec production intensive, pollution, modèle de surconsommation, etc., c'est là, et qui potentiellement aggrave à terme la crise climatique, avec des effets délétères sur notre confort, c'est là où ces concepts peuvent finalement perdre de leur sens pour les ériger en valeur. Sachant que par ailleurs, en termes de démographie, la capacité de travail d'un certain nombre de pays de l'OCDE va diminuer. Oui. Donc c'est beaucoup plus compliqué que... Ce qui était d'ailleurs identifié, tu le sais Jérôme, il y a 5-6 ans, ça a commencé à être identifié comme un facteur inflationniste. Ouais. Et effectivement, il y avait cette grande idée, l'inflation a disparu, gain de productivité grâce à la technologie, Et c'est par la réduction de la population active qui est commencé à revenir l'idée que... Du coup, on allait moins produire. Tiens, ce qui nous amène parfaitement, bravo, parce que je me demandais comment enchaîner. Transition. Le travail. Formidable avec le travail, avec les retraites, avec l'enjeu des seniors. Donc, je vous le rappelle, je l'ai raconté hier, mais enfin, votre avis, je trouve très très malin le calendrier du gouvernement. Donc, à commencer, emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle, c'est comme ça que s'appelle la consultation. Puis ensuite, ce sera justice sociale et équité, ce qui met face à face le minimum vieillesse et le statut des fonctionnaires. Je trouve ça très malin. Et ensuite, l'équilibre financier. Françoise, donc, entre autres, tu as dirigé Manpower en France pendant de nombreuses années. Je ne l'ai pas donné hier, taux d'emploi, c'est surtout sur les 60-64 ans qu'on a un sujet, nous, en France. 35,5%. Il est 5 points inférieur à ce qu'il était en 1975. Le taux d'emploi des 60-65 ans. Et ça, c'est vraiment l'effet de l'âge légal. C'est vraiment l'effet de l'âge légal. L'âge légal à l'époque était à 65 ans. Mitterrand est arrivé, c'est revenu à 60 ans et on voit là... Parce que je pense qu'à l'inverse, le taux d'emploi, et je n'ai pas vérifié, mais de la tranche d'âge juste avant, c'est-à-dire des... Elle se tient. 55-60, elle se tient. On avait plutôt progressé sur ces sujets-là. Tu as parfaitement raison. En queue de peloton. Tu as parfaitement raison. Et c'est même ce qui masque en fait le problème, parce que dans toutes les statistiques, tu es sur une tranche 55-65. Ça se passe bien sur 55-60, notamment depuis les réformes, Balladur, Fillon, Touraine, etc. et tout. Mais c'est un désastre sur 60-64 ans. 5 points inférieurs au taux d'emploi, 75. Il faut regarder la courbe dans son ensemble. T'étais né, Jérôme, en 75 ? Presque. Non, mais il faut regarder la courbe dans son ensemble, parce qu'en fait, cette courbe, effectivement, 45%, le taux d'emploi des 60-64 ans, 75, elle est descendue à 10% en 2000. Elle s'est effondrée.
Et depuis Du les fait de la années, retraite à 60 ans. et depuis les années 2000, notamment. Et et depuis les années 2000, on a triplé de 10%, maintenant on est à 35%. Donc on est en progression Avec le lente. recul de l'âge légal. Voilà. Donc, Mais là, on a vraiment l'effet. Cela dit, on est à des taux largement inférieurs. L'Allemagne, ils sont à 60%. La Suède, ils sont à 70%. Et la moyenne au sein de l'Union européenne, c'est 45%. Donc on est quand même bien en deçà. Alors il y avait un rapport intéressant qui avait été produit par France Stratégie, qui avait été donc commandé par le Premier ministre et qui a été remis en 2018 sur cette question, la spécificité française de ces chiffres-là, du sous-emploi des seniors. Et donc ils avaient regardé plusieurs théories. Certaines fonctionnent dans certains pays, et puis pas dans d'autres. Et ils disaient en France, finalement, quelles sont les théories qui expliquent tout ça? Donc ils ont balayé d'un revers de main certaines théories comme le fait que les seniors seraient moins diplômés, qu'ils seraient moins qualifiés, qui seraient moins productifs ou en moins bonne santé. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas ce qui explique cet écart que l'on a avec les autres pays qui connaissent les mêmes tendances. Par contre, celle qui avait été retenue, c'est un effet horizon par lequel les employeurs anticipent potentiellement des départs précoces. Et donc, ils ont dit, on ne va pas employer quelqu'un qui, ça se trouve, dans 5 ans va partir. On va devoir le former. Et donc, c'est l'âge légal, ça. C'est l'âge légal. C'est l'âge légal. Un autre effet, c'était le facteur conjugal. Parce que les couples essaient de coordonner leur départ en retraite. Or, en France, les chiffres l'indiquent, dans les couples, en moyenne, les femmes sont statistiquement plus jeunes. Et donc, parmi celles qui partent de manière précoce à la retraite, il y en a un tiers des Françaises qui déclarent que c'était pour partir en même temps que leur mari plus âgé. Et un autre effet, c'est le facteur... Tu savais ça, François ? Non, mais ce rapport est intéressant. Un tiers ? Ce rapport est intéressant. Ah bah oui, c'est France Stratégie, quoi, les mecs qui bossent. Oui, bien sûr, ils bossent. Un autre facteur, c'est le facteur patrimoine. Les retraités sont beaucoup plus propriétaires que le reste de la population. La majorité des retraités sont propriétaires en France. Or, quand on est propriétaire de son logement, qu'on a déjà 55 ans, on a une mobilité géographique pour se raccrocher au bassin d'emploi qui est réduite. Et puis, il y a aussi des retraités, ou des gens qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui se posent la question de leur âge de départ, qui sont multipropriétaires. Donc, ils ont une petite rente. Ces petits loyers qu'ils perçoivent à côté, finalement, ils ne vont pas être trop regardants sur le malus qu'il pourrait y avoir à partir à la retraite avant. Voilà donc les différents... et puis, il y a aussi quelque chose qui est moins chiffré, qui est la représentation négative que l'on pourrait avoir à l'égard des seniors. C'est-à-dire, quand bien même, on a balayé ces théories de dire les seniors en France seraient moins productifs, en moins bonne santé, etc. Ce sont des préjugés qui perdurent chez les employeurs, souvent, bien que c'est difficile à chiffrer. Voilà la conclusion, en gros, du rapport. Mais donc ça veut dire, parce que moi je pensais qu'il y avait un effet massif quand même, tu vois le truc qui, comme tu le dis toi-même, qui s'effondre à partir du moment où tu mets la retraite à 60 ans, et puis qui remonte à partir du moment où les réformes nous font 61, 62, etc. L'âge légal, quand même, c'est pas l'effet massif qui explique. Un effet massif. C'est un effet, mais il y en a d'autres. Et puis, c'est un effet en plus qui est très symbolique, parce que ça veut dire quoi, l'âge légal? On peut partir souvent avant avec un malus, après avec un bonus. Donc, tout se lisse. Or, on se focalise sur un âge comme ça, pivot, où on a zéro, ni malus, ni bonus. Mais finalement, les choses sont calculées en continu, finalement. Oui, là, tu as un âge légal à 62 et tu as un âge de départ moyen à 63,5. Donc, ça veut dire alors, les fonctionnaires, ils partent en moyenne avant 62 ans. Ils partent entre 60 et 61 ans, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est... Françoise. Je pense que ce sont des symptômes, mais ce n'est pas nécessairement des causes. C'est-à-dire que, en fait, l'âge légal amène la capacité à faire des ponts. Quand on dit on est propriétaire, on a une petite rente, etc. En fait, ça, c'est un raisonnement d'individus. Par ailleurs, il y a un vrai sujet entreprise sur l'emploi des seniors. Il n'y a pas que les individus qui ont pas envie de travailler. C'est l'autre révolution culturelle à faire. Après, on parle du comportement de l'employeur, là aussi. On parle aussi du comportement de l'employeur qui assume un comportement du senior. Et en fait, je pense que... le premier des sujets, c'est que dès lors que on peut partir à la retraite à un certain âge, les gens considèrent qu'on peut faire un pont sur 2-3 ans. Et le pont, il se fait avec une petite rente personnelle, mais aussi avec un pôle emploi qui dure 2 ans, etc. Et toutes les boîtes de la Terre, de façon très comprise avec leurs collaborateurs, savent gérer un pont de 2-3 ans, un bridge de 2-3 ans, avant le départ à la retraite, et c'est Pôle emploi qui paye. Et Pôle emploi qui se dit qu'est-ce que je vais faire de quelqu'un qui est difficile à replacer, pas parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, mais puis qui ne veut pas, qui n'a pas, assez souvent, pas envie, il n'a pas forcément envie. Et puis pour 2-3 ans, pourquoi changer? Mais bien sûr. Donc tout le monde accepte
quelque part, parce que c'est devenu une façon de gérer une espèce de pré-retraite. C'est un équilibre. C'est un espèce d'équilibre auquel tout le monde contribue et qui va bien. Donc on repousse. Qui va bien, qui nous coûte une fortune, quoi. Et qui coûte assez cher. Voilà. Et on repousse d'un an et les choses vont se décaler d'un an parce que c'est mécanique. Bon. Donc premier sujet. Puis après, il y a un vrai enjeu de vision du senior à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, les entreprises françaises sont spécifiques sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut, François, je posais la question hier, on n'a jamais de carrière descendante? Alors, un des sujets, c'est évidemment le coût des seniors. Mais il faudrait qu'on l'accepte. Il faut l'accepter, bien sûr. Bien sûr qu'il faut l'accepter. Et ça, c'est pas dans notre logiciel. Il ne faut pas le présenter comme une carrière descendante, parce que ça, c'est pas très vendeur. Mais si on dit, une carrière autrement. Sobre. Mais une carrière autrement. C'est-à-dire, on va faire les choses. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu acceptes des diminutions de salaire. Une diminution de salaire, mais peut-être avec un aménagement de la nature du travail, du temps de travail. Enfin, il y a des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là, mais de façon très anecdotique. Mais aménager un temps de travail pour des seniors dans une entreprise, ça se fait. Ça se fait de façon très ponctuelle, par exemple en combinant ça avec des missions à l'extérieur, dans des fondations, etc. Donc évidemment, c'est pas du tout significatif en termes de nombre, mais c'est peut-être une voie sur laquelle les entreprises pourraient travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que une personne âgée, elle est chère et pas facile à gérer. Alors qu'on a on a toute une série d'études qui montrent que un senior, ça peut avoir des effets très régulateurs, positifs dans des équipes. Il y a eu plein d'études sur les call centers, par exemple, où on prouve que alors qu'on associe le call center à des jeunes, début de carrière, travail difficile, etc. Tout à fait. La présence de seniors dans ces équipes, d'abord, elle est régulatrice pour ces jeunes. Elle permet de comprendre mieux les clients, parce qu'il y a peut-être une écoute et leurs besoins. Et voilà, il y a des sujets d'expression, parce que ces jeunes, ils essaient de parler, ils parlent leur langage et ils vendent à des plus âgés. Et de temps en temps, il y a besoin d'un peu de pont. Bon, donc il y a des tas d'études qui montrent qu'une diversité d'âge, ça permet de faire des choses plus intéressantes. Parce que par carrière descendante, tu entends réduire le volume horaire et donc, ou même réduire la rémunération à l'heure. Mais oui, non, j'entends même, tu arrives, c'est la carrière de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est une carrière, donc tu prends, au gré des entreprises que tu traverses, de plus en plus de responsabilités. Ouais. Pour arriver à une forme de sommet, alors principe d'incompétence, soit peu importe, voilà, une forme de sommet. Je n'ai jamais vu personne accepter à un moment, et même dans l'entreprise, même dans la business unit, dire je vais redescendre un peu, les gars, quelqu'un va prendre ma place, et moi je vais aller commencer à redescendre un peu en termes de responsabilité, de temps de travail et de rémunération. Mais c'est parce qu'on présente. Ça existe, Françoise, j'ai jamais bien sûr, ça existe. Enfin, moi je considère que d'une certaine façon, quand on passe par exemple d'un poste exécutif à un poste non exécutif, on gère son temps différemment, on fait des missions différemment, etc. Moi, je ne le vis pas comme une descente. Je dis, je fais autrement. Oui. Il est évident qu'aujourd'hui, je gagne moins d'argent que je n'en gagnais il y a 10 ans. Oui, voilà. et puis ça ne s'est pas passé dans une grande douceur non plus. Non, mais... ça n'a pas été un fonctionnement normal. Il faudrait que ce soit... Mais ça a été un choix à un moment donné. Oui. À un moment donné et je pense qu'il faut arrêter avec cette idée de carrière continue et ascendante. Il faut parler de parcours. Et un parcours, il y a des moments où on fait un certain nombre de choses, il y a des moments où on fait des choses très différentes. On gagne peut-être moins d'argent pendant ces périodes-là, mais parce qu'on a d'autres centres d'intérêt, on a moins de responsabilités. Mais j'ai l'impression que l'entreprise est incapable de l'organiser aujourd'hui. Et qu'il faut absolument... De toute façon, elle ne va pas avoir le choix. Si la réforme se fait, je vous rappelle encore ce chiffre, 1 500 000 seniors qui devaient partir ne partiront pas. Donc elle ne va pas avoir... Il va falloir composer avec ça. Il va falloir composer. Alors que les plans d'action qui sont nécessaires pour aménager ces carrières, c'est quand même pas des choses qu'on fait en quelques semaines. Mais il y a vraiment un changement de culture, de perspective à générer pour arriver à résoudre ce problème-là. On va marquer une pause et on parle de finances dans un instant.